Ici Satou. Il existe plein de jeux PC permettant de préparer des potions, mais généralement, une fois les ingrédients rassemblés et mélangés, la potion finie est livrée dans une bouteille. Je me demandais toujours d'où venait cette bouteille en regardant les recettes. Ah, les potions, mais ça veut dire que la forêt des illusions sera. La petite sorcière, Iné, se mit à gémir comme une enfant, de grosses larmes coulant de ses yeux. 2 armures vivantes la protégeaient à sa gauche et à sa droite. Pendant ce temps, les hommes qui avaient provoqué le désastre profitaient de l'occasion pour s'enfuir. Arisa, prends soin d'elle, s'il te plaît. D'accord, répondit Arisa d'un ton enjoué. Je la laissais donc s'occuper d'In et emmener les filles bêtes avec moi pour traquer et capturer les hommes. Lisa, Pochi, Tama, attrapez ceux qui sont passés par là. Compris, je ferai de mon mieux, monsieur. Moi aussi. Pochi et Tama se faufilèrent à travers la foule, talonnant les hommes qui repoussaient les badauds. Je vous ai eu, monsieur. Justice. Tama et Pochi plaquèrent les hommes au sol, et Lisa les immobilisa du pied. Après avoir confirmé cela d'un regard en coin, je me glissai devant les hommes restants et les frappai du plat de la main sans même me retourner, les assommant. Nous amenâmes nos prisonniers au vice-capitaine des gardes. Merci pour votre aide. J'aidais juste la fille de mon ami. Les gardes m'aidèrent à retirer les bûches des charrettes accidentées. Ah, Abbé, Seb, je suis désolé. Ça a dû faire mal. Je suis désolé. Accroché aux 2 armures vivantes immobiles aux torses écrasés, Iné se remit à sangloter. Il fallait d'abord évaluer la situation. Inanimahana, arrête de pleurer. Tu crois vraiment que dire ça comme ça aidera un enfant à arrêter de pleurer? Arisa m'interrompit sèchement. Je ne suis pas. Un enfant. Avec tous ces sanglots et ces hoquets, le déni d'In n'était pas très convaincant. Inanimahana, essaie de te calmer d'abord. Au minimum, il faut déterminer combien de potions sont intactes et si le chariot peut encore avancer. D'accord. Je vais demander à Gab et Rob de démonter la boîte pour que je puisse vérifier. Sa voix était encore étranglée par les larmes, mais Iné cessa de pleurer et ordonna aux armures vivantes restantes de déposer délicatement au sol la boîte qui avait contenu les fioles de potions. En comptant ensemble, nous apprîmes que sur les 300 fioles, environ 180 s'étaient brisées et avaient déversé leur contenu. Sous prétexte de vérifier les fioles brisées, j'ai glissé quelques bases de fioles intactes et la potion restante dans la boîte, dans le rangement, sous le dossier sorcière. J'en ai récupéré une 40aine. Sous le chariot, un nid de mauvaises herbes avait poussé, probablement à cause des quelques 140 potions qui avaient imprégné le sol. Malgré ses flancs cassés, le chariot pouvait encore avancer sans problème, alors nous avons décidé de l'amener à la mairie, où quelqu'un attendait la livraison. Nous pourrions au moins leur donner les potions intactes et organiser l'arrivée du reste plus tard. J'ai accompagné Iné à la mairie. Je n'étais pas assez cruelle pour laisser une enfant de ma connaissance se débrouiller seule. Honnêtement, même si je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, je doutais d'avoir pu la laisser tranquille face à une expression aussi désespérée. Arisa, viens aussi. J'ai des tâches pour tout le monde. J'ai emmené Arisa à la mairie pour ses talents de négociatrice et j'ai demandé aux autres de faire quelques courses pour parer au pire. Je vois. Cependant, un pacte est un pacte. J'ai bien peur que vous deviez encore livrer 300 potions magiques avant le coucher du soleil ce soir. Mais, dans une pièce de la mairie, l'assistant aux cheveux argentés du vice-roi répondit froidement à l'explication d'In. D'ailleurs, bien qu'il fût assis à son bureau, nous devions rester debout pendant que nous expliquions la situation. Sachant qu'Arisa aurait des mots bien sentis pour répondre aux remarques cruelles de l'homme, je lui ai plaqué la bouche par derrière. Si nous avions été autorisés à rester debout dans la pièce en tant que serviteurs d'In, il nous était interdit de parler. J'avais moi-même quelques réflexions sur la réponse de l'assistant, mais il me restait une forte impression de déjà-vu. De plus, je m'inquiétais pour une autre personne présente dans la pièce avec nous. Debout derrière l'assistant, un sourire moqueur en coin, se tenait notre petit escroc. Que faisait-il ici? La dernière fois que je l'avais vu, il portait un uniforme de fonctionnaire usé, mais maintenant, il arborait des vêtements aristocratiques raffinés. Ça ne lui allait pas du tout, plutôt un costume. Je suis très occupé. Si c'est tout, je vous demande de prendre congé. Les petites épaules d'In tremblèrent à la voix glaciale de l'assistant. Arisa me donna un coup de coude, m'incitant à donner un coup de main à l'apprentie sorcière. D'accord. En tant qu'adulte, je devrais probablement intervenir. Si je pouvais vous parler un instant, s'il vous plaît. Silence, roturier. Les serviteurs doivent se taire. J'ai demandé la permission à l'assistant, mais c'est l'escroc qui est intervenu pour tenter de me faire taire. Iné a tressailli au cri de l'homme. Arisa a plissé les yeux comme si elle voulait dire quelque chose, mais je l'ai arrêtée d'un geste de la main. Avec des types comme eux, nous étions déjà perdus en entrant dans leur cour. Dans mon propre monde, l'atmosphère violente m'aurait peut-être effrayée. Mais ici, où un homme lézard sanguinaire avait menacé ma vie et où je m'étais battu à mort contre un démon de l'enfer supérieur,
Ces types étaient aussi menaçants pour moi qu'un chien jappeur en laisse. J'ai ignoré l'escroc et j'ai fixé l'assistant du regard, attendant sa réponse. Plus grand que Titraki, fier dompteur de chiens, Titraki, négociateur à sang-froid. Quelques nouvelles lignes dans mon journal ont rapidement reflété mes pensées. L'assistant leva la main pour faire taire le petit escroc, puis fit un signe de menton dans ma direction pour me permettre de terminer. 180 potions ont été endommagées lors de l'incident, soit plus de la moitié du lot. Si nous pouvons obtenir les 140 autres potions par un autre moyen, accepteriez-vous la livraison comme terminée? Autrement dit, je cherchais désespérément la permission d'acheter le reste des potions quelque part en ville. C'est inacceptable. Après un moment de réflexion, le vice-roi rejeta ma proposition d'une voie glaciale. Ce pacte est conclu entre le comte de Kuanu et la sorcière de la forêt des illusions. Nous ne pouvons accepter les potions que si elles ont été préparées par la sorcière elle-même. Lorsque j'avais interrogé la vieille sorcière au sujet du pacte, elle m'avait expliqué qu'elle devait envoyer des potions spécialement conçues, mais je ne pensais pas que cela signifiait qu'elle devait toutes les préparer elle-même. D'ailleurs, les potions étaient mentionnées comme étant celles qui les avaient préparées. C'était presque comme si ces types voulaient que cette livraison échoue pour rompre le pacte. Attendez, c'est peut-être plus que, presque. L'assistant repoussa ses longs cheveux argentés derrière son oreille. Cela semblait être une habitude chez lui. La lumière de la fenêtre se reflétait sur les mèches argentées. C'était charmant, certes, mais c'était toujours un homme, alors ça ne me faisait rien. Ses longs cheveux le faisaient ressembler à un personnage de manga classique pour filles. Pourtant, quelque chose dans ce mouvement me rappelait quelque chose. Entre ça et le sourire narquois du criminel, je sentais que j'étais sur le point de me souvenir de quelque chose. Il y avait quelque chose de familier dans la voix glaciale de l'assistant, aussi. Où avais-je déjà entendu ça? Maintenant, je m'en souviens. Ces deux-là sont les anciens nobles que j'ai croisés à la taverne. Auquel cas, cette conversation était bien plus qu'une simple vantardise. Ces types comptaient-ils voler la source de mana de la vieille sorcière et y construire une nouvelle ville? J'ignorais même si c'était possible, mais pour l'instant, il valait mieux supposer que c'était leur plan. Des choses similaires s'étaient produites dans mon monde, mais je ne voulais pas que cela se reproduise ici. J'ai donc décidé d'utiliser mes compétences, comme fabrication et négociation, pour interroger l'assistant au sujet de la clause qu'il avait apparemment ajoutée au pacte. Compétence en jugement, je compte sur vous aussi. Je ne crois pas qu'une telle clause figurait dans le pacte. Sauriez-vous par hasard qui a ajouté cette clause, monsieur? Pourquoi un roturier comme vous devrait-il connaître le contenu du pacte? Madame la sorcière et moi avons travaillé ensemble à l'occasion. D'une voix lourde, telle une fissure se formant dans un glacier, l'assistant a répliqué à ma question par la sienne. Franchement, si vous aviez l'intention de poser cette question, vous auriez probablement dû le faire dès mon arrivée dans la pièce en tant qu'assistant. L'assistant me fixait du regard, cherchant à deviner mes véritables intentions. J'ai donc utilisé ma compétence, impasse, pour le repousser. Gardant un sourire neutre, j'ai activé coercition pendant une fraction de seconde, ce qui a fait reculer l'assistant. Une sueur froide a perlé sur son beau visage. Très bien, tant que les potions sont du même niveau que celles de la sorcière, nous les acceptons. À ces mots, Iné releva légèrement sa tête penchée. Mais il y avait un petit problème avec sa formulation. Monsieur, si vous me le permettez, cela signifie-t-il que vous n'accepterez que des produits de qualité égale, voire supérieure? Supérieure? Comptez-vous dépenser toutes vos économies pour acheter des potions de qualité supérieure? Ai-je répondu avec un sourire doux. Contrairement aux potions de qualité inférieure, les potions intermédiaires étaient très peu distribuées. Même en achetant toutes celles disponibles à Sedum City, nous aurions de la chance d'obtenir 20% de ce dont nous avions besoin. Et l'assistant le savait sûrement aussi. HMPH. Si vous pensez pouvoir en rassembler assez, je vous en prie. J'accepterai toutes les potions d'efficacité égale ou supérieure. L'air renfrogné, l'assistant tenta de nous congédier. Mais je n'avais pas encore terminé. J'ai posé 2 feuilles de papier sur son bureau et j'ai rédigé avec précision les conditions que nous avions convenues. C'était une tâche facile, car j'avais planifié ce que j'allais écrire dans la zone mémo de mon onglet réseau lors de notre conversation précédente. En peu de temps, j'avais rédigé 2 exemplaires du document. Grâce à mon talent d'écriture, l'écriture était si soignée que j'avais du mal à croire que je l'avais écrite. J'ai consigné notre accord par écrit. Si vous n'avez rien à redire, je vous prie de bien vouloir y apposer votre sceau d'approbation, s'il vous plaît. Tout comme pour un accord entre entreprises, je n'étais pas prêt à accepter un contrat verbal. S'il n'était pas consigné par écrit, celui qui avait le plus de pouvoir pouvait facilement l'emporter après d'interminables débats sur ce qui était dit ou non. Dans ce cas, lorsque l'autre partie ne souhaitait clairement pas que l'accord soit respecté, un contrat était particulièrement important. Par écrit, dites-vous? Vous dites que vous ne pouvez pas vous fier aux paroles d'un noble roturier?
Le petit escroc intervint de nouveau, mais je l'ignorais. En fin de compte, mon affaire était avec l'assistant. Monsieur, je comprends que vous soyez très occupé. Je crains que vous ne soyez occupé au moment de la livraison, et qu'en cas de malentendu, un fonctionnaire ne puisse pas la recevoir. Or, je suis sûr que ce n'est pas votre intention que le délai imparti soit dépassé, rompant ainsi le pacte. N'est-ce pas? L'assistant était manifestement déterminé à rompre le pacte, mais dans sa position, il n'avait aucun moyen de le confirmer. L'air peiné, il signa et scella les 2 documents, puis les plaça côte à côte pour y apposer les sceaux de comptage. Je n'avais pas de sceau, alors j'utilisais celui d'In. Apparemment, la vieille sorcière le lui avait donné. Une fois ce désordre réglé, je devrais probablement m'en fabriquer un. Je suppose que cela suffira. Vous pouvez partir. Impassible, l'assistant prit soin de nous chasser définitivement cette fois. En sortant, j'entendis le bandit s'exclamer. Même si tu sais préparer les potions, bonne chance pour trouver des fioles. Peu après, l'assistant le réprimanda sévèrement pour en avoir trop dit. C'était donc pour ça qu'il était parti avant moi et qu'il faisait le plein de fioles. N'avait-il rien de mieux à faire? Arisa furieuse et Iné les larmes aux yeux, nous sortîmes toutes les 3 de l'hôtel de ville. Bon, 180 potions, ça va. Les fioles pourraient poser problème, mais on a largement le temps avant le coucher du soleil, alors je suis sûre qu'on trouvera une solution. Hein? On va les préparer? Iné se mordilla la lèvre. Derrière elle, Arisa avait dessiné un portrait de l'assistante dans la terre et le piétinait vigoureusement. L'apprentie sorcière parut troublée par cette perspective, mais malheureusement, nous n'avions pas vraiment le choix. Après tout, outre la pénurie de potions en ville, celles disponibles n'étaient pas assez bonnes pour remplacer le breuvage de haute qualité de la sorcière. C'est vrai, j'ai bien 100 fioles, même si je ne sais pas quoi faire des 80 autres. Mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose, non? Ouais, tout le monde court partout en ville à leur recherche en ce moment même. Arisa me regarda avec confiance. Le contraste était saisissant avec l'anxiété palpable d'In. Arg, et alors, si tu as des fioles? Il n'y a que 3 coups de carillon avant le coucher du soleil, tu sais. Ces potions ont pris une nuit entière à préparer dans le chaudron. Et la préparation avant cela nous a pris, ma maîtresse et moi, un mois entier. C'est impossible. Iné leva vers moi un regard de frustration, les larmes aux yeux, prête à se remettre à pleurer à tout moment. Ce n'est rien. Notre maître est un grand tricheur, alors je suis sûre qu'il peut s'en occuper. J'apprécie votre démonstration de confiance, mais pourriez-vous trouver une meilleure formulation, s'il vous plaît? À ce moment-là, Lulu revint, accompagnée de Tama et Pochi. Maître, nous avons terminé les vérifications. Merci. Avez-vous eu de la chance? Eh bien, les résultats rapportés par Lulu étaient tout sauf encourageants. Je les avais envoyés voir si nous pouvions accélérer la cuisson des fioles, peut-être en cuire une centaine de plus tant qu'à faire, mais ils ne pouvaient même pas sortir la première série du four avant demain matin au plus tôt. Ensuite, Mia et Lisa arrivèrent du marché. Satou, nous sommes de retour, maître. Les paniers qu'elles transportaient étaient chargés d'herbes et d'un légume qui ressemblait à des épinards. C'étaient des ingrédients pour des potions magiques. Elles n'avaient pu obtenir que 10 bottes de l'ingrédient principal, l'armoise bleue, mais elles avaient près de 3 fois plus d'ingrédients que nécessaire. Je pourrais utiliser les restes pour préparer des potions pour notre propre usage ultérieur. Enfin, Nana revint de la compagnie. Je livre 25 fioles de potions de récupération d'endurance et 12 potions de récupération d'endurance de moindre qualité, achetées à la compagnie, je vous le signale. J'ai vérifié les fioles que Nana m'avait apportées. Je lui avais fait acheter les potions de moindre qualité pour qu'on puisse utiliser les fioles. Puisque la potion magique de la sorcière était en fait une version améliorée des potions de récupération d'endurance de moindre qualité, les mêmes fioles feraient l'affaire. Ma compétence analyse m'indiquait que les fioles avaient une durée de vie plus courte que celle de l'ancienne sorcière, mais dans ce cas, ça ne devrait pas poser de problème. Si seulement on pouvait utiliser les fioles de l'atelier de poterie, il nous en faudrait juste 40 de plus, mais inutile de s'attarder là-dessus. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour les fioles, hein? Marmonnai-je. Arg, pourquoi tu ne prends pas? Ce ne sont pas ces fichues bouteilles qui posent problème. Même avec tous les ingrédients et toutes les fioles du monde, ce serait quand même impossible. Hurla Iné, au bord de l'hystérie. Non, peut-être pas au bord. Elle était déjà désemparée. Pourquoi est-ce impossible? Parce que, pour tenter de la calmer, je soutins le regard d'In et lui adressai la parole. Incapable de formuler correctement ces mots, Iné balbutiait, parce que... À vrai dire, nous aurions dû commencer immédiatement, mais je ne savais toujours pas quoi faire des fioles. J'ai essayé d'utiliser la carte pour fouiller la ville à la recherche de fioles et de potions de récupération d'endurance, mais même en les récupérant toutes, il nous manquerait encore plus de la moitié du nécessaire. Le vice-roi les avait probablement toutes réquisitionnées avant de partir combattre les kobolds dans les mines d'argent. Il y avait un grand nombre de fioles dans ce qui semblait être le manoir d'un noble,
mais c'était très certainement la collection de l'assistant et de son acolyte corrompu. Y emprunter serait le dernier recours. Parce que nous n'avons pas assez de magie. Si nous étions près de la source de mana, nous pourrions la récupérer facilement, mais ça ne fonctionnera pas ici. On va devoir boire des potions pour ça au fur et à mesure, alors. J'avais plein de potions de récupération de PM terminées, sans parler des matériaux pour en fabriquer encore plus. Burke, mais c'est tellement amer. Incapable de supporter ses gémissements plus longtemps, l'oiseau globe, qui était resté immobile sur sa tête comme un chapeau, poussa son étrange « poucoui » et lui becqueta le front. Aïe, 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 hurla Iné de douleur, mais mes enfants étaient ravis. Ouah, ce n'est pas juste un chapeau? Maître, je vous demande la permission de prendre soin de cette créature sphérique. Les réactions d'Arisa et de Nana ont particulièrement retenu mon attention. Bien sûr, j'ai rejeté la requête de Nana. Cette boule de poil est le familier de la sorcière, non? Je me demande, Inanima Anna, est-il possible de parler à ton professeur grâce à ce petit truc? Ouais, tu peux. Pourquoi, tu vas me dénoncer parce que j'ai échoué? C'était une réaction enfantine, mais comme le sort de la forêt des illusions était en jeu, j'ai pensé qu'il était important de contacter la vieille sorcière pour lui signaler la situation et obtenir ses conseils. Ce n'est pas du tout ça. J'aimerais juste lui demander 2 ou 3 choses. Ouais, d'accord, viens, Pou. Alors l'oiseau Poufi devait son nom à son étrange qu'il faisait, hein? Appelle Yobidashi. Iné lança un bref sort, et l'oiseau Poufi changea d'attitude. Il produisait toujours le même « pou-koui » étrange, mais avec une expression profondément intellectuelle. La maîtresse vous entend maintenant. Elle ne peut pas vous répondre, par contre. Dans ce cas, vous devriez vraiment faire de votre familier un perroquet ou un autre oiseau parlant. J'ai plutôt écrit oui et non dans la terre pour que nous puissions communiquer de cette façon. J'ai remis à la sorcière un rapport d'étape et lui ai exposé quelques plans d'action possibles. Puis j'ai demandé s'il était possible que le comte Kouanou lui-même soit impliqué dans la conspiration. La réponse a été non. Il s'agissait donc du plan de l'aide de camp. Le vice-roi de Sedum City menait actuellement un groupe de chevaliers pour renforcer les troupes combattant dans les mines d'argent, et le comte Kouanou se trouvait dans la lointaine Kouanou City. Ce serait bien si nous pouvions faire venir le comte pour mettre l'aide de camp du vice-roi au pas, mais... Par sécurité, j'ai demandé s'il pourrait réellement mettre son plan à exécution dans la forêt des illusions si le pacte était rompu. Malheureusement, la réponse a été oui. Je n'arrivais pas vraiment à cerner les détails avec des questions à réponse directe, mais une chose était claire, nous n'avions pas d'autre choix que de livrer le reste des potions magiques et de remplir le contrat. Après avoir posé quelques questions supplémentaires à la vieille sorcière, j'ai raccroché. Une fois ma consultation terminée, je me suis tourné vers Iné et les autres pour discuter des préparatifs de la préparation des potions. Maintenant, parlons des fioles. Tiens, H-E accent aigu E accent aigu E accent aigu. Je connais celle-là. Arisa leva la main comme une écolière. Elle sautillait avec enthousiasme et tendait la main aussi haut que possible, son adorable comportement reflétait pour une fois son air enfantin. Quoi, tu as une idée? Tu veux savoir? Tu veux vraiment savoir? Crache-la tout de suite. Arisa croisa les mains derrière son dos et leva un regard malicieux vers moi. Je lui pinçai la joue, espérant qu'elle effacerait son sourire narquois et m'expliquerait. Sa joue était vraiment tendue. Aïe, Lego. Oh, pardon, je me suis laissé emporter. Mince, je parle du village. Tu sais, celui abandonné qu'on a trouvé tout à l'heure? Ah oui, il y avait un four intact au pied des collines derrière ce village, non? Mais on arrivera à les finir avant le coucher du soleil si on commence maintenant? Si on y arrive, on pourra aussi récupérer les 100 fioles dans l'atelier de poterie. Eh bien, je compte sur tes talents surhumains pour ça, maître. Pas de plan, hein? Il faudra que je parle à quelqu'un qui sache comment raccourcir le temps. C'est avec cette pensée en tête que je me dirigeais vers l'atelier de poterie, mais Mia m'arrêta d'un seul mot, ose. Ose? Pas de la brume, comme le poisson? Ah oui, un des hommes rats qu'on a aidé avant. À bien y penser, il m'a bien donné un bout de papier avec des notes sur la poterie en japonais. J'ai sorti la note et l'ai relue. Les minuscules écritures décrivaient le processus et le temps requis pour différents types de poterie. Elles comprenaient même des notes extrêmement détaillées sur le but des procédés et la raison de chaque durée. En prime, des schémas illustraient des outils ou des passages difficiles à comprendre. Le niveau de minutie était presque effrayant. C'était comme si l'auteur savait qu'il allait dans un monde parallèle et s'était préparé en collectant des informations détaillées sur son monde d'origine. Bon, je m'en occuperai plus tard. Mentalement, j'ai trié les informations obtenues grâce à la note. Si la cuisson était si longue, c'était à cause du temps nécessaire pour monter et descendre la température à l'intérieur du four. Dans notre monde, on résolvait ce problème en utilisant des micro-ondes pour augmenter rapidement la température. Si j'avais un moyen de produire autant de chaleur autrement que par le bois, autrement que par la combustion.
J'ai fouillé dans les profondeurs de mes souvenirs. Les événements ont traversé mon esprit et se sont estompés comme une lanterne tournante. J'ai compris. Une méthode de chauffage qui a même fait fondre le fond d'une marmite en cuivre en peu de temps. J'ai fait un signe de tête à Arisa, qui était à côté de moi et qui scrutait le papier. Tu vois, tu as déjà une idée. Ouais, tu crois qu'on peut utiliser les installations d'un village abandonné comme ça? Pourquoi pas? J'ai l'impression que personne n'y est allé depuis longtemps. C'est vrai, faire un détour pour demander la permission au bureau du gouvernement, c'est chercher les ennuis. J'ai vérifié l'emplacement sur la carte. Il y avait une petite montagne sur le chemin, donc il était peu probable que quelqu'un voie la fumée et nous mette dans le pétrin. Bon, on y va. J'ai annoncé le plan à tout le monde, distribué les tâches et les outils nécessaires, et nous sommes partis pour le village abandonné. Je n'étais pas sûr d'avoir le temps de baisser la température du four après, mais tant que rien d'inhabituel ne se produisait, nous devrions arriver juste à temps. Nous avons pris la calèche d'In jusqu'au village et sommes arrivés en un rien de temps. Elle était presque 2 fois plus rapide que notre propre calèche, mais sans presque aucune secousse. C'est remarquable. Qu'est-ce que vous utilisez comme suspension? Qu'est-ce que c'est, une suspension? Comment la calèche absorbe-t-elle les chocs? Arisa demanda à Iné en descendant de la voiture. Je ne sais pas. Iné se contenta de secouer la tête. La vieille sorcière avait probablement réussi. Nous nous garâmes sur la place et déchargeâmes les outils. Lulu, Nana, Arisa, vous trois, préparez le four. Il faut nettoyer l'intérieur et enlever les mauvaises herbes pour éviter la propagation du feu. Je veux faire une petite expérience, alors si vous avez le temps, nettoyez aussi celui des autres fours qui est le moins endommagé. Vous autres, venez avec moi chercher de l'argile. Dès que j'eus terminé mes instructions, tout le monde se mit en action. Iné semblait un peu nerveuse. Nous récupérâmes de la terre à la source d'argile datant d'avant l'abandon du village. Grâce au travail acharné des filles bêtes, nous avons rempli au moins la moitié d'un grand seau en un rien de temps. Cela devrait être largement suffisant. Mia, peu habituée à porter des charges lourdes, parut découragée, et je lui tapotai la tête avant de parler à Iné. Inanimana, peux-tu utiliser de la terre pour boue sur ce sol? D'accord, compris. La magie d'In a transformé l'argile en boue, et nous l'avons passée à travers un tamis grossier dans un autre seau afin d'en retirer les pierres et les racines. Il restait beaucoup de roches et de débris dans le seau et le tamis. Certains ressemblaient même à du minerai de gemme. J'ai soigneusement mélangé la formule des fioles à la boue. Elle était basée sur la recette de la vieille sorcière, bien sûr. Maintenant, utilise de l'argile, s'il te plaît. D'accord. Une seconde. Iné semblait avoir du mal à se souvenir du sort, alors j'ai ouvert un livre de sorts de magie de la terre et je le lui ai montré. Hénène, j'ai juste oublié pendant une seconde, d'accord? Je sais. Marmonnant des excuses, Iné lança le sort. Sa magie ramena le mélange humide à son état d'argile originel. J'ai touché l'argile pour l'expérimenter. Peut-être était-ce dû à sa fabrication magique, mais elle avait une consistance uniforme et collante. La liquéfier a dû aussi chasser l'air. D'après les notes de poterie, il faudrait normalement la pétrir grossièrement pour la raffermir, puis la caler pour chasser l'air, mais les deux sorts avaient complètement omis ces étapes. Quelle erreur de calcul! Les notes indiquaient également que l'argile deviendrait floconneuse si elle n'était pas mise au repos, mais le toucher était identique à celui de l'argile que nous avions utilisé à l'atelier. Peut-être était-ce un autre effet de la magie? Bon, peu importe pour l'instant. Nous sommes pressés par le temps, alors je ferais mieux de passer à la tâche suivante. Tout le monde, formez des boules d'argile de cette taille et alignez-les. J'ai montré à chacun un échantillon de boules d'argile pour qu'ils puissent commencer. J'ai sorti un tour de potier et un tabouret du sac de rangement et je les ai installés. Ensuite, j'ai demandé à Lisa d'étaler un tapis pour y déposer les bouteilles finies. Roun, celui-ci est celui du maître, celui-ci est le mien, et ensuite Tama et Lisa, monsieur. MRRR, j'utiliserai le vôtre aussi, bien sûr, Mia. Tama et Pochi se sont mises joyeusement à fabriquer des boules d'argile. Iné et Mia ont également travaillé en silence. Lorsqu'il y en a eu environ 150, je suis passé au moulage des fioles. Lisa, passez-moi les boules d'argile, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Le processus était le même qu'à l'atelier de poterie, donc je n'ai eu aucun problème. Me souvenant de mon ancien travail à temps partiel sur une chaîne de montage en usine, je me suis mise à travailler à un rythme soutenu. Maître, c'était la dernière argile. Quand la voix un peu fatiguée de Lisa me ramena à la raison, je constatais que j'avais fabriqué une multitude de récipients. Tama avait commencé à ranger les fioles pendant que je travaillais. Après une rapide estimation, j'en déduisis qu'il y en avait au moins 400. Plus tard, après avoir soigneusement compté, je suis arrivé à un total de 453. J'en avais fabriqué trop. Bon, maintenant, il faut les sécher. Vas-y, Mia. Mia lança séchage d'argile 3e sur les fioles terminées. Pour faciliter le sort, elle n'en fit qu'une 50aine à la fois.
Après environ 3 tentatives, Mia n'avait plus que 10% de sa magie. Je lui ai donc administré une potion de récupération magique au miel. Mia fronça le nez à contre-cœur en faisant sauter le bouchon en liège de la fiole. Un doux parfum de miel s'en échappa. Du miel? Oui, j'ai essayé de le rendre un peu moins amer. Mia porta la fiole à sa bouche avec précaution et la but d'un trait. Mon amélioration sembla être un succès, car elle semblait en vouloir plus après avoir terminé. Miam, j'étais soulagée qu'elle apprécie. C'était soi-disant moins efficace, mais les PM de Mia étaient entièrement restaurés. Je n'y voyais aucun inconvénient. En peu de temps, nous avions fini de sécher toutes les fioles. La magie était si pratique. Pendant que Mia s'occupait de ses sorts, j'ai réparti du glaçage pré-mélangé dans plusieurs seaux. Bon, tout le monde, il est temps de les émailler. Attention à ne pas trop en mettre et à ne pas faire tomber la fiole dans le seau. Distribuant des pinceaux à chacun, je leur ai demandé de m'aider à enduire l'argile. On venait de le faire le matin même à l'atelier de poterie, on était donc déjà bien entraînés. J'ai demandé à Pochi et Tama d'apprendre à Iné comment faire. C'était rapide. Oui, la magie d'Inanimana m'a été encore plus utile que prévu, on a gagné du temps. Devant le four, Arisa s'essuya le visage avec une serviette humide. Juste à ce moment-là, Nana et Lulu revinrent de l'autre côté du four. Maître, tout le travail est terminé, je vous le rapporte. J'ai aussi fini mon devoir. Une fois le four nettoyé, elles avaient même déblayé la pelouse et les mauvaises herbes. Bravo à tous, c'est impeccable. Après les avoir remerciés pour leur travail acharné, j'ai demandé à Lulu de laver les herbes achetées au marché et j'ai envoyé les 2 autres m'aider à l'émaillage. J'ai passé la tête dans le four pour vérifier l'intégrité de l'intérieur. Peut-être grâce à mes talents de potier, il m'a suffi de taper sur la paroi intérieure pour me faire une idée précise de l'état du four. Il était plus solide que prévu. J'étais maintenant certain qu'il ne se briserait pas avant la fin. Je suis ressorti et j'ai commencé à travailler sur un outil magique pour chauffer le four plus rapidement. En utilisant comme modèle le circuit de chauffe-eau défectueux que j'avais fabriqué auparavant, je l'ai amélioré en y ajoutant un mécanisme trouvé dans les documents de Trasayuya. J'ai dessiné le circuit de chauffage sur une plaque de bronze de la taille d'une pomme achetée chez un forgeron, puis j'ai répété l'opération jusqu'à en avoir fabriqué 12. Il serait difficile de les allumer tous en même temps, alors j'ai fabriqué un support en forme de fer à cheval avec quelques planches de bois et j'y ai gravé un circuit de transmission. Enfin, j'ai posé les plaques de bronze sur le support, et le tour était joué. Comme je ne voulais pas passer directement à la réalité, j'ai décidé d'expérimenter d'abord avec l'un des fours cassés. J'ai installé le circuit de chauffage à l'intérieur et j'ai placé du bois de chauffage à côté. Pas envie de me donner trop de mal, j'ai simplement déposé une botte de bois et je l'ai saupoudrée de sciure de bois d'allumage acheté chez un menuisier. Pour la poterie elle-même, j'ai sorti un bol en argile du stockage. J'ai envoyé un peu de magie dans le circuit, en veillant à le réguler pour qu'il n'explose pas. Le circuit de chauffage s'est illuminé d'un rouge vif, et en quelques secondes, le bois autour s'est enflammé. L'énorme chaleur m'a fait transpirer instantanément. Ça ne va pas exploser, si? J'ai observé le four avec une certaine nervosité. Il n'a pas explosé à proprement parler, mais la montée en température fulgurante a créé un courant d'air inattendu à l'intérieur. Heureusement que j'avais laissé le bois attaché en fagot. Si je l'avais étalé, des morceaux de bois en feu auraient volé à l'intérieur. En vérifiant la température du four grâce à l'écran de réalité augmentée, j'ai déterminé qu'elle atteindrait bientôt la température requise pour la cuisson et j'ai suspendu l'expérience. J'ai rangé le circuit magique dans le stockage et j'ai éteint le feu. Pour éviter de le couvrir d'eau et de provoquer une explosion de vapeur, j'ai plutôt jeté de la terre dessus. Après avoir vérifié le circuit magique, j'ai constaté que non seulement les circuits avaient fondu, mais aussi les plaques de bronze. Étonnamment, la fondation en bois n'était que légèrement brûlée. Ça ne fonctionnerait pas à long terme, mais heureusement, il fallait que ça dure juste le temps de finir de faire monter la température dans le four. Le fer résisterait mieux à la chaleur, mais il diffusait la magie. Je pense que le changement de courant d'air était probablement dû à la brusque différence de température. Pour contrer ce problème, j'ai ajouté des circuits de chauffage supplémentaires sur les parois et près du plafond du four. La colle fondrait probablement à mi-chemin, mais tant que je les renforçais avec du bois, tout devrait bien se passer. L'important était qu'il ne tombe pas sur les fioles. J'ai installé le nouveau système de circuit magique et j'ai aligné du bois de chauffage. J'ai demandé à Mia de finir les fioles émaillées avec le sort séchage-glaçage, puis je les ai placées dans le four. Au cas où certaines se briseraient, j'ai décidé d'en cuire quelques-unes en plus, pour un total d'environ 200. Waouh, tu as vraiment fabriqué un outil magique. Vu les traces de brûlure sur l'autre four, je suppose que ça a bien fonctionné? Oui, je voulais fabriquer une sorte de four à micro-ondes, mais c'était trop compliqué avec mes mécanismes, alors j'ai abandonné pour le moment.
Arisa avait l'air impressionnée tandis que je finissais de préparer l'allumage. J'ai fait reculer tout le monde avant de lancer l'outil magique d'un coup de magie. Une fois le bois enflammé, j'ai fermé la porte du four, la laissant légèrement entrouverte pour la ventilation. Pour éviter de provoquer un nouveau courant électrique soudain comme la dernière fois, j'ai progressivement augmenté la quantité de magie qui y circulait pendant une dizaine de minutes. Après cela, tout irait bien, à condition d'ajouter du combustible régulièrement. Bon, les fioles seront prêtes dans 3 heures. Ensuite, il faut cueillir des herbes. Maître, il reste encore pas mal de fioles qui n'ont pas encore été émaillées, dit Lisa avec anxiété. Je lui dis que nous nous en occuperions après avoir récolté les herbes. Pour éviter que la glaçure ne sèche, je couvris chaque seau d'un linge humide. Accompagné de tout le monde, je me dirigeais vers les zones herbacées des collines derrière le village que j'avais repéré sur la carte. Comme il fallait patauger dans un forêt, je m'assurais que tout le monde soit équipé de manches longues et de pantalons. Pas vraiment à la mode, hein? C'est du matériel de tonte, monsieur. PFF, grommela Arisa, mais les autres plus jeunes posèrent avec enthousiasme avec leurs paniers et leurs petites faucilles. J'ai choisi Arisa, Lulu et Iné pour s'attaquer au carré d'herbe le plus proche, car elles avaient le moins d'endurance, avec Nana comme escorte. Il n'y avait aucun animal dangereux dans les environs, mais je voulais juste m'assurer qu'ils seraient en sécurité. La deuxième zone se trouvait près du sommet de la colline et était infestée de monstres visqueux et araignées. Ensemble, nous nous sommes occupés de ceux qui auraient pu nous attaquer pendant la récolte. Il restait encore des visques dans le point d'eau voisin, mais j'étais sûr que Lisa pouvait s'en occuper. J'ai laissé cette zone aux filles bêtes et à Mia avant de me diriger vers la dernière zone. Je ne pouvais pas atteindre le sommet de la colline par les moyens habituels. Une fois les fissures et les surplombs franchis, il y avait un paradis d'herbes visiblement vierge de toute présence humaine ou animale. En plus de toutes les armoises bleues utilisées pour les potions de récupération d'endurance, il y avait même une colonie de millepertuis, utilisée dans les potions magiques de récupération. J'ai souri intérieurement en ramassant les herbes et en les rangeant. J'avais lu quelque part dans un livre qu'il ne fallait jamais épuiser complètement une source d'herbe, mais je ne me souvenais plus pourquoi, alors j'ai pris soin d'en laisser. J'ai terminé la récolte en une trentaine de minutes. Après, je me suis redressée et j'ai admiré le paysage. D'ici, je pouvais voir toute la ville de Sedom. Il aurait dû y avoir un village à proximité, mais je ne l'ai pas aperçu à travers les arbres. J'ai pris des nouvelles de tout le monde, mais personne n'avait terminé, alors j'ai simplement emmené Iné avec moi sur la place du village abandonné. Rincez les herbes dans ce seau. Ensuite, mettez-les dans ce tamis. Ouais, d'accord. Laissant Iné s'occuper du lavage des herbes, j'ai commencé les étapes de la formule. J'ai coupé les herbes et les épinards que Lulu avait lavés plus tôt en morceaux d'environ 2,5 cm, puis je les ai broyés avec un gros mortier et un pilon. Iné était trop absorbée par sa tâche pour me regarder. Une fois chaque formule traitée, je les ai rangées telles quelles dans la réserve. Une fois la dernière fournée terminée, j'ai installé la tablette de transmutation et le reste du matériel, puis j'ai appelé Iné. Assieds-toi ici, s'il te plaît. Peux-tu utiliser une tablette de transmutation normale? Oui, je peux. D'accord. Je vais préparer les ingrédients et les charger de magie, alors essaie d'utiliser la tablette de transmutation. D'accord. La potion préparée avec de l'élixir rouge de grade 1 n'atteignait pas la haute qualité. Mais avec de l'élixir de grade 3, nous obtenions des potions de haute qualité même en préparant 5 à la fois. J'ai utilisé cette méthode détournée pour que le nom d'In soit mentionné comme créateur des potions. Lorsque j'ai utilisé « Analyser » pour vérifier, cela a fonctionné comme je l'espérais. Puisque j'avais laissé mon nom vide, même si le processus aboutissait à une signature conjointe, seul le nom d'In devait rester. Cela a pris un peu plus de temps, mais je voulais minimiser les risques de mauvaise interprétation. Après quelques essais et erreurs, j'ai trouvé le moyen d'enregistrer le nom d'In comme créatrice avec le moins de travail possible pour réduire le temps nécessaire. J'avais réussi à accélérer le processus, mais après une vingtaine de tours de transmutation, la magie d'In commençait à faiblir. J'avais fourni la majeure partie de la magie, mais le processus final devait être réalisé avec la magie d'In. Aime ma magie, c'est, bois ça, alors, mais, ça va être. Aïe, alors qu'Iné bégayait à contre-cœur, essayant d'esquiver la potion, le bourdon sur sa tête recommença à lui picorer le front. Elle porta le liquide à ses lèvres à contre-cœur, mais elle l'avala d'un trait dès qu'elle sentit le goût sucré. Je voyais bien qu'elle avait vraiment apprécié. Elle retourna la fiole et la frappa plusieurs fois pour en extraire la dernière goutte. Ta magie est-elle complètement rétablie? Ouais, c'était, vraiment délicieux. Bon, on continue. Je pris la fiole des mains réticentes d'In, et nous nous remîmes au travail. J'avais déposé les potions terminées dans la réserve, mais Iné ne semblait pas faire confiance au processus.
J'ai donc rempli un bécher vide avec de l'eau de la réserve pour la rassurer et je l'ai versé dans un tonneau à proximité. Excusez-moi, maîtresse, alors qu'Iné terminait 40 tours de transmutation, Arisa, Lulu et Nana revinrent avec des paniers remplis d'herbes. Pour une raison inconnue, Arisa était contrariée. Bon retour, Arisa. Merci. Attends, non, hurla-t-elle en désignant Iné, assise sur mes genoux. Alarmée par le comportement menaçant de l'autre fille, Iné se pencha vers moi, ce qui ne fit qu'accroître la colère d'Arisa, créant un cercle vicieux. Arrête, Arisa. Tu ne devrais pas effrayer une petite fille comme ça. Maîtresse, nous sommes de retour, je vous rapporte. Lulu serra doucement Arisa dans ses bras, essayant de la calmer. Derrière elle, Nana fit son rapport. Calme-toi, c'est la seule façon pour nous deux d'utiliser la tablette de transmutation. Pourquoi faites-vous ça ensemble? J'ai tenté d'expliquer la situation à une Arisa peu convaincue. Il n'y a aucune raison de m'en vouloir de laisser un petit enfant s'asseoir sur mes genoux. Tama et Mia le font tout le temps. Arisa s'est calmée à contre-cœur après mon explication, alors nous avons repris notre alchimie. Une fois que j'ai demandé aux 3 filles de ranger leur butin dans le sac de garage, je les ai laissées se reposer un peu. Je ne discernais pas grand-chose à l'expression de Nana, mais Arisa et Lulu étaient visiblement épuisées. Iné avait l'air fatiguée aussi, mais elle devait continuer à travailler encore un peu. Juste 10 fois de plus. Après leur pause, j'ai demandé à Lulu et Nana de continuer l'émaillage et j'ai confié à Arisa la responsabilité du combustible pour le four. Jusqu'à présent, je m'occupais moi-même du feu entre les séances d'alchimie. J'étais assez épuisée aussi. Au retour des filles Beth et de Mia, nous avions terminé les 50 tours de transmutation. Nous avions essuyé 4 échecs et 6 fois une qualité insuffisante, mais j'avais prévu quelques échecs dans mon plan. Faisons une petite pause. J'appelle Arisa, alors Lulu et Nana, préparez des encas. Vous pouvez utiliser les ingrédients que vous voulez dans le sac de garage. Après avoir donné des instructions à Nana et Lulu, je suis allée vérifier l'état du four avec Arisa et les fait venir. En chemin, j'ai rangé les fioles émaillées et les outils dans ma dimension de poche. Comment ça se passe là-dedans? Encore un peu de temps, je crois. Jetant un coup d'œil à l'intérieur du four, j'ai répondu à la question d'Arisa. Je ne savais pas si c'était dû au succès de la première cuisson, à l'émail spécial ou à la magie de séchage de Mia, mais quelle qu'en soit la raison, les fioles avançaient encore plus vite que prévu. En consultant l'horloge de mon menu, j'ai constaté que seulement 2h30 s'étaient écoulées. Il nous reste encore 2 heures avant le coucher du soleil, alors on dirait qu'on va. Ne dis rien. Arisa m'interrompit brutalement en me couvrant la bouche d'une petite main. Franchement, pourquoi veux-tu nous porter malheur comme ça? C'est normal. Dès qu'un personnage dit « on y va », les ennuis sont quasiment garantis. Par sécurité, j'ai marqué l'assistant et le petit escroc sur ma carte pour pouvoir surveiller toute tentative de sabotage. Tu lis trop de livres, dis-je à Arisa avec ce que j'espérais être un sourire confiant. Elle semblait encore inquiète, alors je lui ai tenu la main pendant que nous retournions à la place du village. Une fois les encas terminés, tout le monde, sauf Iné, Arisa et moi, partit dans les collines cueillir des champignons et des plantes sauvages. Mia en avait repéré beaucoup au retour. Les muscles d'Arisa la faisaient trop souffrir, et Iné était épuisée par le travail de transmutation. Surtout par curiosité, j'ai fait boire une potion à Arisa pour soulager ses douleurs musculaires, mais elle a déclaré qu'elle en avait assez de marcher et s'est reposée sur la couverture avec Iné. J'étais à court d'objets de récupération magique et j'étais en train d'en fabriquer d'autres. J'ai essayé de préparer des anesthésiants et des gaz hilarants avec les champignons anesthésiants et les champignons hilarants qui poussaient près du four. La méthode de création du premier était consignée dans le manuel, tandis que le second était une recette tirée des documents de Trazayuya. Dans son journal, Trazayuya notait que ces armes lui avaient été très utiles pour repousser les bandits qui s'étaient introduits chez lui lors de son séjour à Labyrinth City. J'ai terminé le processus en une dizaine de minutes, puis j'ai nettoyé les outils. Un invité indésirable était apparu sur notre radar, le petit escroc. Près de 50 hommes l'accompagnaient également. J'en ai parlé aux 2 filles et leur ai ordonné de se cacher. Inanimahana, Arisa, montez sur la panthère et allez vous cacher dans les montagnes. Vous serez en sécurité tant que vous emportez les armures vivantes. Attendez, je veux me battre avec vous. Oh oui, moi aussi. Mes gars sont vraiment costauds aussi. Ils vont les tabasser comme avant. Mais ils piaffaient d'impatience de m'aider à les repousser. La force brute ayant échoué plus tôt, j'ai supposé que nos adversaires avaient probablement un autre plan en tête. Je voulais éteindre le feu pour qu'ils ne trouvent pas le four, mais ce n'était pas vraiment le genre de choses qu'on pouvait éteindre comme ça, alors je ne pouvais pas faire grand-chose. J'ai chargé Arisa et Iné de cacher le chariot au pied des collines. En attendant, j'ai cherché un moyen de dissimuler le four, mais ils nous avaient probablement repérés grâce à la fumée qui sortait de la cheminée. Au lieu de tenter grossièrement de cacher les fioles, j'ai choisi d'attirer l'attention de notre petit méchant sur autre chose.
Je me suis dit qu'un corrompu comme lui serait probablement plus intéressé par une source d'argent facile, comme des potions magiques prêtes à l'emploi. J'ai fait quelques préparatifs et je suis parti à la rencontre du petit escroc et de sa bande. Je suis venu parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens suspects au village d'Ouké. Les gosses du commun et l'apprenti sorcier, hein? Il m'a salué grossièrement, comme on s'y attendait pour un escroc comme lui. Une trentaine d'hommes armés attendaient derrière lui. 2 d'entre eux se tenaient en retrait près de la route qui sortait du village, et les autres avaient encerclé le village dans les bois. S'ils n'avaient pas attaqué, c'était probablement à cause des 2 armures vivantes et du constructeur panthère. Arisa semblait calme, mais Iné, pas plus mature que n'importe quel autre enfant de son âge, était visiblement paniqué. Je ne comprends pas pourquoi vous nous trouvez suspects. Nous sommes simplement venus faire notre alchimie dans une zone inhabitée pour que l'odeur ne dérange pas les autres en ville. Tout en parlant, je désignais le petit tonneau à proximité. Il contenait nos résultats d'alchimie ratés et de l'eau pour les diluer. Ah bon? Eh bien, c'est une attitude charmante, sans aucun doute, mais je crains que vous ne puissiez pas vous promener avec le matériel du village sans autorisation. D'ailleurs, les villageois se sont plaints de la présence d'individus suspects qui saccagent les lieux. Un homme à l'air timide, vêtu de façon négligée, surgit de derrière le bandit. Son affiliation était indiquée comme le nom du village en ruine, ils avaient donc bel et bien trouvé un ancien habitant et l'avaient entraîné. Si vous êtes le représentant intérimaire de ce village, puis-je vous payer directement? Quel montant souhaitez-vous en compensation? Ignorant le bandit, je m'adressai directement aux villageois. En fait, je crains que ce village ne soit désormais sous la tutelle de Sedom City. Cela signifie que c'est moi qui dirige. Voyons voir. Je devrais peut-être confisquer ce lot de médicaments fraîchement préparés en guise d'amende pour les troubles? Sur ces mots, le bandit tendit la main vers le tonneau d'un air suffisant. Ah, mais c'est. Pensant que le tonneau contenait les vraies potions, Iné poussa un cri de désespoir. Super, il mordit à l'hameçon. Mon visage resta impassible, autant que je puisse en juger, mais l'intuition du bandit dut l'alerter, car il cessa de chercher le leur. Allez voir dans le hangar à côté. Il devrait y avoir plus d'un tonneau. J'ai réagi avec toute la déception que j'ai pu. Je les ai trouvés. Ils étaient cachés sous un vieux paillasson. Les sbires de l'homme sont sortis triomphalement du hangar, portant quelques tonneaux supplémentaires sur leurs épaules. HMPH, 3 tonneaux, hein? Ça devrait être bien, a murmuré le bandit. On dirait qu'il s'est laissé prendre. Juste au moment où je commençais à me détendre. Iné a bondi en avant. Waouh, monsieur Satou, ils vont tous les prendre. Gab, Rob, allez les chercher. Alors que les 2 armures vivantes entraient en action sur l'ordre d'In, les sous-fifres se sont immédiatement dispersés comme une bande de bébés araignées. Zut, ma stratégie, tromper ses alliés pour tromper ses ennemis, a échoué. Haché, si ces choses me touchent, je vais en prison avec vous. Le voyou sans courage recula, tenant toujours fermement le canon. J'attrapai les 2 armures vivantes et les retins. On aurait des problèmes, à plus d'un titre, si on blessait ce type. Calme-toi, Inanimahana. On aura des ennuis si on lui fait du mal. C'est vrai, je suis un ami proche de l'assistant du vice-roi, tu te souviens? Tu fais étalage de ton pouvoir, hein? Ce type est vraiment le méchant par excellence. Au moment où j'ai poussé un soupir, j'ai entendu une explosion et des cris d'hommes quelque part au pied des collines. On aurait dit les pétarades de moteur que j'avais vues à la télévision. Puis j'ai vu une fumée noire s'élever de l'autre côté des arbres. Elle venait du four, je le savais. Toi aussi, tu as utilisé les fours sans permission, hein? Oh non, si le four est cassé, on ne finira jamais les fioles à temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Arisa s'agenouilla, désespérée. Iné, quant à elle, s'effondra d'épuisement instantané sans dire un mot. Bon, tu ferais mieux de filer d'ici vite. Je te donne une journée de congé en échange de ces 3 tonneaux. Avec un sourire narquois et sadique, le petit malfrat ricana triomphalement en s'éloignant vers Sedom City avec les tonneaux. Il ne restait plus qu'une seule sonnerie, 90 minutes, avant l'heure limite du coucher du soleil. Après avoir confirmé sur le radar que les hommes étaient partis, nous avons visité le four détruit que nous utilisions. Il était percé d'un grand trou et complètement détruit. Vu l'état du four lui-même, je doutais que les hommes qui l'avaient brisé s'en soient sortis indemnes, mais comme il n'y avait pas de corps, leurs camarades avaient dû les emporter. Le feu ne s'était pas propagé non plus. Heureusement, il n'y avait pas d'arbres hautement inflammables à proximité. Je suppose qu'ils ont abattu les arbres voisins lors de la construction du four. Ils sont tous cassés, c'est inutile. On ne peut pas réessayer, pas vrai? Ouais, je doute qu'on puisse réutiliser ce four, marmonna Arisa en regardant le fourneau flamboyant, et j'acquiesçai. Mais Arisa n'était pas prête à abandonner et fixa le four. Hein? Ces éclats. Arisa se tourna vers moi et je souris. Je pouvais déplacer des objets jusqu'à 3 mètres de distance, même sans les toucher. C'est exact. J'avais retiré les fioles du four sans les toucher ni me brûler. Puis,
Craignant qu'il ne soupçonne quelque chose si je m'en tenais là, je les ai remplacés par d'autres récipients. Il y avait plein de récipients en argile défectueux qui traînaient dans les environs, donc c'était facile d'en récupérer suffisamment. Gardant pour moi la partie concernant le stockage, j'ai expliqué le reste à Arisa. Quand je lui ai dit que les fioles étaient en sécurité, elle s'est exclamée avec indignation que je n'avais pas eu besoin de le lui cacher, mais je l'ai écoutée avec complaisance. Après tout, le désespoir sincère d'Arisa avait probablement contribué à tromper le malfaiteur. Mais il restait un problème. La température des fioles. J'ai vérifié le stockage et constaté que la cuisson était terminée, mais lorsque j'en ai retiré une, elle s'est immédiatement fissurée sous l'effet de la chaleur. Changement. J'imagine qu'une fiole fragile comme celle-ci n'était pas conçue pour supporter un changement de température aussi rapide. Comme les objets placés dans le stockage conservaient leur état dès leur stockage, les fioles étaient encore brûlantes. Il devait bien y avoir un moyen de les refroidir progressivement. Devais-je réparer le four et allumer un autre feu pour remonter la température, puis la baisser progressivement? Non, ce serait aller trop vite. De plus, si les réparations temporaires du four tombaient en panne et que celui-ci s'effondrait sur les fioles, il n'y aurait pas de retour en arrière. Allons, il doit bien y avoir quelque chose. Une méthode pratique pour baisser progressivement la température sans les sortir du stockage. Réparer le four pourrait être le seul moyen. Eh bien, c'est inutile. Cette phrase m'est soudain revenue à l'esprit. Pourquoi remuer le couteau dans la plaie maintenant? À quoi bon cette pensée? Attendez, de quand date ce souvenir? C'est clairement une version inférieure du stockage. Si je sors des objets, le contenu est exposé à l'air libre. Aussi, ce ne sera pas bon pour l'isolation thermique. Je m'en suis souvenu. C'était à l'époque où je comparais la boîte à objets et le stockage. Et oui, la boîte à objets était une très mauvaise isolation thermique, ce qui signifie que l'état des objets à l'intérieur changeait avec le temps. Et l'air n'y entrait ni ne sortait, sauf si on retirait quelque chose. Dans ce cas, j'ai déplacé une des fioles chaudes du stockage vers la boîte à objets. Puis j'ai ouvert la boîte à objets, commençant à sortir la fiole, et j'ai immédiatement annulé. Un vent chaud a soufflé de l'endroit où se trouvait le trou noir de la boîte à objets. En remettant la fiole dans le stockage, j'ai constaté que sa température avait légèrement baissé. Super, ça fonctionnera parfaitement. En utilisant le sort souffle pour faire circuler de l'air chaud dans la boîte à objets pendant une vingtaine de minutes, j'ai refroidi les fioles. Lorsque Lisa et les autres sont revenus enquêter sur le vacarme, nous nous sommes préparés à partir. Par Jupiter, retournons voir ce vaurien et ce crétin aux cheveux argentés et faisons-les pleurer. À la tournure quelque peu anachronique d'Arisa, les plus jeunes ont applaudi avec enthousiasme. Par Jupiter, de quelle époque est-elle originaire, au fait? Pendant qu'Iné conduisait la calèche cahoteuse, j'ai vérifié l'heure et la carte. Parfait, on dirait qu'on arrivera juste à temps. Le sac sur mon épaule vibrait à chaque pas. On avait atteint la mairie sans que personne ne nous arrête. Vous avez du culot de vous montrer. Merci beaucoup de m'avoir donné des potions diluées, hein? Je me suis bien ridiculisé grâce à vous. Obstruant l'entrée, le bandit nous a raillé d'un ton un peu plus aigu que d'habitude. J'ai fait un pas en avant pour protéger Arisa et Iné. Comment ça? Ces potions devraient encore faire l'affaire pour soigner les blessures légères. J'ai repoussé nonchalamment les accusations du bandit. De toute façon, je n'avais jamais dit que ces tonneaux contenaient des potions. En remarquant le gros sac que je portais, le triomphe s'est à nouveau affiché sur le visage du bandit. Tu crois que tu vas nous berner avec encore des potions diluées, hein? Quel imbécile obstiné. Visiblement, ce type adore harceler les gens. Ou alors, tu as juste mélangé de l'herbe à l'eau pour que ça ressemble à une potion, cette fois. L'homme a rejeté la tête en arrière et a ri d'un rire digne d'un bouffon ordinaire. Il n'avait probablement pas beaucoup d'amis. La plupart des fonctionnaires de la mairie le fixaient avec confusion ou agacement. Comme je m'en doutais, il n'était pas très populaire. Eh bien, on dirait que vous n'avez rien à nous dire. On a une affaire à régler avec l'assistant du vice-roi, alors si vous voulez bien nous excuser. Arisa et Iné m'ont suivi, j'ai contourné le bandit tandis qu'il hurlait de rire. Les armures vivantes d'In ne pouvaient pas entrer dans l'hôtel de ville, alors elles attendirent sur le parking avec la calèche. Tiens, une minute, qu'est-ce que tu as à faire avec l'assistant du vice-roi? L'escroc bondit devant nous comme un méchant de bande dessinée, le visage crispé d'impatience et la bouche pleine de crachats. Les fonctionnaires qui l'avaient repoussé froncèrent les sourcils et s'éclaircirent ostensiblement la gorge en quittant la pièce. J'ai bien peur que cela ne vous concerne pas, alors veuillez m'excuser. Qu'est-ce que c'était? Je n'étais pas obligé de répondre à ce type, je le congédiai d'un léger voile de politesse et me dirigeai vers le comptoir. Je n'avais affaire qu'à l'assistant. J'annonçai au réceptionniste que j'avais une livraison pour lui et lui demandai de me transmettre le message. Posant le sac sur la table, je sortis une des bouteilles et la lui tendis. Mais comment? On a détruit le four et tout. Le voyou criait, mais je n'avais aucune raison de répondre. Je me suis contenté de sourire et de l'ignorer.
Je suis sûr qu'ils ont acheté des potions de mauvaise qualité en ville. On n'acceptera pas de médicaments dilués de mauvaise qualité. Lassé de mon silence, le voyou a tourné sa colère vers la réceptionniste et l'employé qui avait pris la potion. Il s'est rapproché du personnel qui s'était réfugié derrière le comptoir. Ils avaient l'air agacés, mais ils ne pouvaient probablement pas ignorer un ami de l'assistant, alors ils ont fait de leur mieux. En fait, elles sont encore meilleures que les 120 potions qu'ils ont livrées plus tôt. Ouais, c'est ça. Encouragé par le choc sur le visage du voyou, l'employé a continué. Le nom du fabricant est le même. Pas question, mon plan parfait, ruiné par un roturier. Honnêtement, je suis surtout surpris qu'il ait pu s'attendre à ce qu'un plan aussi bancal fonctionne. Notre chemin vers la grandeur est parti. Marmonna le voleur d'une voix rauque en reculant et en s'écrasant contre le comptoir. Nos regards se croisèrent au-dessus du sac de potions. C'est vrai, sans ça, c'est fini. On peut encore gagner. L'homme murmurait sans cesse, comme s'il avait perdu la tête. Puis, soudain, il arracha le sac du comptoir et rugit en le jetant violemment au sol. Ma main a glissé. Tous les employés se figèrent devant son mensonge éhonté et flagrant. La potion commença à couler du sac. Nouon, Monsieur Satou, les fioles sont cassées. Les potions coulent, hurla Iné en essayant de se précipiter, paniqué, mais je l'arrêtai. Oh, malheur à moi. Mon pied a glissé cette fois. L'homme sauta sur le sac et brisa les quelques fioles intactes restantes. Quel genre d'idiot fait un coup pareil devant tous ces témoins? Arisa murmura à côté de moi avec un sourire sec. J'éprouvais exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous êtes au service du vice-roi, vous savez. L'assistant du vice-roi sortit de son bureau au fond. Qu'est-ce que c'est? L'assistant désigna le sac et la flaque au pied du petit escroc. Ce sont les potions magiques que le messager de la sorcière a livrées. Bien que ce monsieur les ait brisées. C'était après avoir accepté la livraison? Demanda l'assistant d'un ton glacial. Non, nous étions encore en train d'évaluer la qualité. Alors je ne vois pas de problème. Il reste encore une demi-heure avant le coucher du soleil. Apportez-en un autre lot. La réponse glaciale de l'assistant choqua davantage le personnel que nous. Quelques-uns tentèrent d'intervenir en notre faveur, mais ils se retirèrent rapidement sous le regard glacial de l'assistant. Attendez un instant. Et maintenant, c'est cet homme qui les a brisés, n'est-ce pas? Le gouvernement du comté décline toute responsabilité. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Non, mais je voudrais être indemnisé pour les dégâts causés à mes biens par cet homme. Elle valait 90 pièces d'or en tout. D'accord, vous pouvez facturer ce type, alors. Quoi? L'assistant fit taire la protestation du petit escroc d'un nouveau regard glacial. Une fois l'assistant rentré à son bureau, un membre du personnel m'a murmuré en privé que je pouvais solliciter l'aide du gouvernement pour recouvrer la dette. S'il ne pouvait pas payer, l'homme serait condamné à l'esclavage. Personne n'aime ce type, hein? Ah, il s'enfuit. Le coupable a tenté de s'enfuir, mais Arisa l'a repéré et a crié. L'homme s'est précipité comme un lapin, et l'oiseau poissondine s'est lancé à sa poursuite. Alors qu'il s'arrêtait en poussant un cri strident, tentant de repousser l'oiseau, Nana et les filles bêtes l'ont capturé. Après avoir félicité les filles et l'oiseau poisson pour leur bon travail, je suis allé au guichet remplir les papiers pour demander de l'aide pour mon remboursement. En remerciement à l'employé qui m'avait murmuré quelque chose plus tôt, je lui ai glissé quelques pièces d'argent. Après avoir regardé les gardes emmener le criminel, nous sommes passés à la suite. Il ne restait plus qu'une demi-heure avant l'échéance, 45 minutes. Entrez. Ah, c'est vous. Que voulez-vous? Si vous avez abandonné, je vous conseille de quitter cette ville. Après qu'un membre du personnel nous ait guidés jusqu'au bureau, l'assistant nous a accueillis avec une réponse glaciale. Ignorant sa question, je lui ai tendu des papiers. Assistant, j'apprécierais votre signature et votre sceau. Parcourant les documents qu'il avait reçus du personnel, l'assistant a plissé les yeux. Un certificat de livraison? Oh oui, ils ont livré les 180 potions restantes. Nous avons également vérifié votre mémorandum, qu'ils ont joint à la livraison, pour nous assurer qu'il n'y avait aucun problème. L'assistant a déposé les documents sur son bureau d'une main tremblante, puis m'a fusillé du regard. Quelle supercherie est-ce là? Il n'y a eu aucune supercherie. Nous avons simplement fait preuve de sagesse, de travail acharné et d'amitié. Absurde. En réalité, je n'aurais jamais pu mener à bien cette mission seule. J'avais esquivé la question de l'aide, mais le véritable piège de la livraison était le suivant. J'avais repéré sur mon radar le marqueur du petit escroc qui nous guettait, alors j'avais imaginé un nouveau plan. Alors que j'avais fait une entrée remarquée avec une livraison de 60 fausses potions, Lisa et les autres ont fait entrer la vraie par la porte de derrière. Pour faire croire que les 180 étaient présentes, j'avais inclus une centaine de fioles non utilisées, et l'escroc s'est laissé berner facilement. Les fausses potions étaient de la même qualité que les vraies. En gros, entre les 198 fioles que j'avais fabriquées moi-même, les 37 que Nana avait récupérées et les 5 que j'avais déjà sous la main, il restait une soixantaine de fioles de réserve.
Iné avait effectué 40 cycles de transmutation pour un total de 200 potions, et j'avais récupéré l'équivalent de 40 flacons du lot initial après le crash, soit un total de 240 potions. Autrement dit, j'avais préparé 60 extras dès le départ. Et comme le prix actuel des potions était presque 3 fois supérieur au prix habituel, il avait probablement mal interprété mon prix annoncé, comme couvrant les 180 potions, et pas seulement les 60 qu'il avait cassées. Je ne m'attendais pas sincèrement à ce que ce petit escroc adopte une conduite aussi idiote, mais je n'avais pas l'intention d'expliquer tout ça à l'assistant. Le temps, c'est de l'argent, après tout. Quelque chose ne va pas? Il ne vous reste plus qu'à signer et à sceller. URRRGH. Je l'ai pressé poliment, mais l'assistant s'est contenté de gémir comme s'il était à l'article de la mort. Pardon, monsieur l'assistant? Inquiet de son comportement étrange, l'employé a tenté de lui parler, mais l'assistant est resté planté là, bouche bée et yeux clos. Apparemment, il allait tout simplement refuser de signer. Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que cet assistant, apparemment orgueilleux, ait recours à un plan aussi puéril et éhonté. Le temps s'écoulait lentement tandis qu'un lourd silence dominait la pièce. Près de 30 minutes passèrent, l'assistant bouche bée. Il comptait probablement continuer ainsi jusqu'à la fin du temps. Peut-être devrais-je essayer le gaz hilarant pour le faire rire? Je me consolais avec cette idée ridicule tout en continuant à exercer une pression silencieuse sur l'assistant. Le temps filait à toute vitesse. Je consultais la carte et l'horloge de mon menu. Il ne restait plus grand-chose avant l'échéance. La porte du bureau s'ouvrit doucement, sans même frapper. Comme c'était le moment idéal, j'essayai de parler à l'assistant. Monsieur l'assistant, pourriez-vous signer le certificat de livraison? Comme je m'y attendais, il ne répondit pas. Je suppose que je vais devoir le signer, alors. À cette voix inattendue, l'assistant ouvrit les yeux. L'homme qui avait parlé avec aisance signa le bon de livraison sur le bureau, puis le tamponna avec précision. Comte Kouanou. Le cri de surprise de l'assistant résonna dans le bureau. J'ai fait un signe de tête à la personne derrière le comte Kouanou. Maîtresse, on dirait que vous avez traversé une période difficile, inanima Anna. Suivant mon regard, Iné a également poussé un cri de surprise. Oui, la vieille sorcière était montée sur le moineau suranné pour aller chercher le comte Kouanou à Kouanou. J'avais craint que ce soit une erreur fatale en vérifiant leur position sur la carte plus tôt dans le village abandonné. C'était un plan de secours pour le pire, mais j'étais contente qu'il soit arrivé à temps. La vieille sorcière a caressé doucement la tête d'In, puis s'est inclinée en signe de gratitude. Monsieur Satou, je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. Niché dans les cheveux d'In, le bourdon a émis un petit « pouc-oui », comme pour dire qu'il méritait lui aussi des remerciements. Cette atmosphère paisible ne s'appliquait qu'à mon groupe. L'assistant, quant à lui, était profondément angoissé. Pourquoi êtes-vous déjà? Vous ne le voyez pas? Madame la sorcière m'a informé de vos mauvaises actions. L'assistant s'enfonça davantage dans son fauteuil et le comte Kouanou s'approcha. Quelques chevaliers, visiblement ses gardes, s'étaient glissés dans la pièce sans se faire remarquer et tirèrent l'assistant de sa chaise. Votre père était un vassal du marquis Munot et un de mes amis à l'Académie royale. J'ai donc pensé aider sa famille, qui avait quitté son territoire pour dépendre d'une autre. Mais il semble que j'ai été aveugle. Attendez, je vous en prie. C'est une conspiration entre la sorcière et cet homme-là. HMPH, une conspiration, vraiment. Vous me prenez pour un imbécile? L'assistant tenta de nous accuser, mais le comte Kouanou l'interrompit d'une voix tonitruante. Avez-vous oublié la dette de gratitude que mon comté doit à maîtresse sorcière? Vos propres jeunes frères et sœurs ont bénéficié de ces remèdes lors de la peste d'il y a 5 ans, n'est-ce pas? Et dans le conflit actuel avec les kobolds, combien de chevaliers et de soldats pensez-vous avoir survécu grâce à ces potions? L'aide de camp s'effondra sous la rage du comte. Un homme qui n'aide pas le vice-roi n'est pas digne du titre d'aide de camp. Et vous n'aurez plus le privilège de l'aristocratie perpétuelle sur mon territoire. Je vous laisse seulement le titre de chevalier héréditaire, afin que vous, votre mère âgée et vos jeunes frères et sœurs viviez comme des roturiers avec une pension de misère, cracha le comte Kouanou à l'aide de camp. À ces mots, l'aide de camp le regarda en silence, suppliant le comte, mais il refusa de revenir sur sa décision. L'aide de camp marmonna, la main sur la poitrine, et une décharge électrique contraignit les chevaliers à le lâcher. En tant que serviteur intérimaire du vice-roi, je t'invoque. L'assistant rassembla ses forces pour pousser un cri désespéré. Il était clair qu'il tentait quelque chose, mais le comte Kouanou empêcha les chevaliers de l'attraper d'un geste de la main. Le comte savait visiblement ce qu'il faisait, alors je m'abstins d'intervenir moi aussi. Quelle folie, murmura le comte Kouanou avec pitié, debout sans défense devant l'assistant. Esprit de la cité de Sédom, attaque l'ennemi de notre foyer. Punissez Choubatsu. Lorsque l'assistant prononça le dernier mot d'ordre, un éclair jaillit de l'amulette qu'il tenait en main et se dirigea vers le comte Kouanou. Je bondis aussitôt devant lui, mais l'éclair se dispersa avant même de m'atteindre. Quelle folie!
En tant que comte de Kouanou, je ne pourrai jamais être blessé par un tel sort sur mon propre territoire. Ou avez-vous oublié qui vous a prêté votre pouvoir? Je vois. Il devait donc s'agir d'une tentative d'utiliser la magie du cœur de la cité. Un comte peut donc accorder à un vice-roi le droit d'utiliser le cœur de la cité, et l'assistant agit comme substitut du vice-roi, mais bien sûr, il ne peut pas l'utiliser pour nuire à quelqu'un de plus haut placé que lui. Compris. J'aurai pitié de votre ami défunt. Au lieu de vous accuser de trahison, je réduirai votre peine à une simple peine capitale. Attendez une seconde. Faisant confiance à mon intuition, j'ai sauté par-dessus le bureau de l'assistant et, d'un mouvement fluide, j'ai asséné un coup de pied qui lui a brisé la mâchoire et l'a assommé. Je n'avais pas commis d'erreur en m'abstenant. Il fallait que je le blesse visiblement. Et pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire semblant de l'interrompre? Le comte Kouanou me fixa d'un regard froid comme si j'étais un insecte. Il comptait donc vraiment exécuter cet homme sur le champ. Parce qu'il y a des enfants. Pardonnez mon insolence, mais si vous voulez mettre cet homme à mort, le lieu d'exécution serait sûrement plus approprié. Ce n'est pas quelque chose qu'un petit enfant devrait voir. Pour être honnête, je ne voulais pas voir ça non plus. S'ils doivent le jeter en prison ou le fouetter, je peux l'accepter, puisque c'est sa faute, mais je n'ai vraiment pas envie d'assister à une exécution sous mes yeux. Je soutins le regard du comte un instant et souris, ce qui sembla apaiser un peu la fureur qui l'envahissait. Après avoir jeté un coup d'œil à Iné, il se calma enfin. Il semble que vous ayez fait une connaissance des plus honorables, maîtresse sorcière. Après ce bref commentaire à la vieille sorcière, le comte Kouanou récupéra l'amulette des mains de l'aide de camp et, sur son ordre, les chevaliers emmenèrent l'homme en prison.